Henri III gagne alors son cabinet, où l'attendent les membres du Conseil. Messieurs, dois-je vous rappeler la façon dont le duc de Guise s'est... On vient l'éveiller à 4 heures précises. Un peu avant cette heure, les membres du Conseil gagnent la salle où ils doivent se réunir. On introduit les 45 dans la chambre du roi. Attendez-moi ici sans faire de bruit. Et que ce soit ce matin. Le roi passe dans sa chambre où l'attendent les 45. Messieurs, je vous demande de me promettre de vous laisser pas endommager. Il passe outre, pénètre dans la salle du conseil. Il n'y a là que 4 gentilshommes délégués par le roi et qui contraignent leur visage à rester impassibles. Ce qui va commencer, c'est le plus singulier, le plus dramatique, le plus hypocrite de tous les conseils royaux qui jamais se soient tenus. On traite des affaires courantes. On s'ennuie. Guise tout à coup se met à saigner du nez. Il a froid. On lui donne un mouchoir. On allume un feu dans la cheminée. A-t-il compris qu'il est tombé dans un piège? Quand pénètre dans la salle un envoyé du roi, le duc de Guise tremble de tous ses membres. Monsieur, le roi vous demande. Il est dans son cabinet vieux. Guise se lève si brusquement que derrière lui sa chaise tombe à terre. Il aperçoit dans un trajoir quelques prunes de Brignoles. Il en grignote 2 ou 3, lance les autres sur la table. Messieurs, en voulez-vous? Il roule son mantelet autour de son bras gauche. Il soulève son chapeau de la main droite. Adieu, messieurs. En ce temps-là, on ne frappe pas à une porte. Guise va donc gratter à la porte de la chambre royale. Après quoi il y pénètre. J'invite un concurrent inattendu à se faire entendre. Il s'agit d'un braconnier que mes gardes ont surpris, 2 lièvres à la main, dans l'une de mes forêts. Il eût été pendu s'il n'avait porté sur lui le meilleur des sauf-conduits. Un poème. Par ma foi, le coquin a du talent. Merci, monseigneur. Nous allons écouter. 8 décembre 1501, une escorte de 600 cavaliers défile dans les rues de Rouen. L'archiduc d'Autriche et son épouse, venant de leur province de Flandre, traversent la France pour regagner l'Espagne. Moi, François Ier, roi de France, par la grâce de Dieu, j'ordonne ici, en mon château de Blois, que l'on fonde la vaisselle d'or du roi Louis XII afin d'en retirer 1 million d'écus. Ainsi pourrais-je réunir les hommes, les armes et les chevaux pour conquérir en Italie ce qui est mon bien et ce qui est mon droit, Milan. Il est ici, parmi nous, le roi François Ier. Tenez, il traverse la cour, revêtu de son armure. Émile, ne faut-il pas entretenir les ponts, les ports, les fontaines et les chemins? Et les poètes? Si. Je n'aurais garde d'oublier que depuis le temps de Charles d'Orléans, jusqu'en celui d'Anne de Bretagne, la cour de Blois a accueilli les poètes comme s'ils étaient des princes.
Tenez, voici le plus grand. Les abrasifs frissonnent de tout ardent, nus comme un verre, vêtus en précisant. Je ris en pleurs et attends sans espoir, confort reprend en triste désespoir. Je m'éjouis et n'ai plaisir aucun. Puissant, je suis sans force et sans pouvoir. Bien recueilli, débouté de chacun. Superbe. Magnifique. Tu vas nous dire ton nom. Je n'ai pas de raison, monseigneur, de le cacher. Je me nomme François Guillon. Et la cour du château de Blois. C'est Marie de Médicis, veuve d'Henri IV, que son fils Louis XIII emprisonne à Blois, d'où elle s'évade par une échelle de corde. C'est Froissart, le chroniqueur, et La Fontaine, le fabuliste. C'est Denis Papin, qui, enfant de Blois, découvrit le principe de la machine à vapeur. C'est Malherbe, à qui doit tant la langue française. C'est Balzac, et c'est Victor Hugo. Et ce sont chaque année 400 000 visiteurs qui, cherchant à Blois les poisons imaginaires de Catherine de Médicis, ou la tache de sang depuis longtemps effacée qui marquerait l'endroit où mourut le duc de Guise, y trouvent cette sorte de lumière, bien réelle, qui est celle de la France.